Les BRICS à un tournant géopolitique, c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui suite à la tenue du sommet des BRICS en août 2023. Alors depuis une vingtaine d'années, le terme est apparu. Nous allons nous interroger sur son origine, sa création, les pays qui l'ont composé, l'évolution de ses logiques et de ses objectifs. Et pour ce faire, nous allons retrouver Fabrice Ravel dans les rendez-vous de la géopolitique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme je l'ai dit, c'est tenu en août 2023, le nouveau et le 15e sommet des BRICS, qui a été aussi l'objet d'une annonce, celle de l'entrée de 6 nouveaux pays à l'horizon 2024. Mais peut-être qu'on peut commencer d'abord par savoir ce que désigne cet acronyme BRIC ou BRICS, et on va peut-être avoir des surprises. Oui, alors, ça va être une explication indispensable. Alors, j'imagine que, évidemment, beaucoup de ceux qui nous font l'amitié de nous écouter se disent que là, on rentre dans un exercice convenu, voire entendu, qui consiste à analyser les termes avant que de développer par la suite un certain nombre de logiques. Mais là, il se trouve que, en explorant le terme, on va se rendre compte qu'on est sur une conjugaison déjà de paradoxes et de surprises, et que dans ces paradoxes et ces surprises, il va déjà y avoir un certain nombre de leviers géopolitiques ou de dynamiques auxquels on ne s'attend pas spontanément. À quoi est-ce que je suis en train de penser ? D'abord, il faut bien se rappeler, et je pense que c'est assez peu remis en avant aujourd'hui, ou souligné, que le terme est arrivé en 2001 de la part d'un économiste plutôt d'ailleurs spécialisé sur les finances, Jim O'Neill, dans une banque qui était une banque anglo-saxonne, Goldman Sachs. Donc déjà, on a la vocation d'un concept qui serait plus à tendance macroéconomique, voire financière, que géopolitique. Et son terme a été repris par 2 de ses collègues en 2003 dans un rapport. Et là, c'est très très intéressant, parce que d'abord, c'était les BRIC, B-R-I-C, pour Brésil, Russie, Inde et Chine. Et les modalités, c'était en réalité qu'on constatait que le PIB de ces 4 pays, alors on va être amené par la suite à revenir sur ces agrégats macroéconomiques parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, pour pas dire de litiges sur ces classements, parce que ça marque aussi une époque, le produit intérieur brut. Mais en tout cas, dans le document de 2003, le PIB de ces 4 pays devait dépasser celui des membres du G7 en 2040. Donc là, on voit bien qu'on est dans une optique purement macroéconomique. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est, de façon sous-jacente, les fondements que ça mettait implicitement en place, parce qu'en réalité, ces 4 pays étaient considérés, de par leur ouverture au commerce international et de par leur volonté de s'aligner sur des logiques de grandes organisations internationales ou sur des logiques d'économie occidentale. Ça, c'est un point qui est capital et qu'il faut bien avoir à l'esprit. Et d'ailleurs, en fait, il nous amène spontanément à mettre en évidence la période dans laquelle est né cet acronyme, les BRIC, car on voit bien qu'on est au début, dans la première décennie du XXIe siècle, et qu'on est bien dans la continuité ou dans le prolongement de la fin de la guerre froide, ce qui va nous amener à rappeler quelque chose qu'on a eu à plusieurs reprises l'occasion de mettre en évidence dans nos séances de rendez-vous géopolitique. Souvenons-nous, Olivier, c'est même notre première séance avec Francis Fukuyama qui donc nous fait l'explication qu'on est sur la fin de l'histoire, c'est le titre éponyme de son livre, et qu'en réalité on arrive sur une mondialisation et que dans le contexte de cette mondialisation dans laquelle il n'y a plus de barrage idéologique, on est sur un vaste marché mondial et donc on est en train de voir quelles sont les économies qui pourraient accélérer la dynamique telle qu'on la connaît. Il y a un autre aspect qui me paraît fondamental à avoir à l'esprit, c'est qu'en plus, comme on sort de la guerre froide qui permettait une grille de lecture géopolitique très facile, il y a une sorte de recherche ou de perspective sur comment analyser le monde, sous quelle grille de lecture le voir ou sous quel vocable le voir. Et ça me paraît assez intéressant parce que là, tout d'un coup, on se rend bien compte que même si c'était pas l'effet immédiat recherché, on s'insère dans la continuité de la grille de lecture de la vision d'un démographe qui est assez célèbre, Alfred Sauvy, un démographe français en 1952, qui avait développé un concept qui était le tiers-monde, parce qu'en réalité, il y avait le bloc de l'Ouest et puis il y avait le bloc de l'Est, mais il y avait aussi un tas de pays qui rentraient pas dans cette configuration, donc on cherchait absolument à essayer de mettre en place un classement ou une organisation. Et on sent bien que là, devant la fin de la guerre froide, on se retrouve aussi un petit peu dans cette situation. D'autant plus que, si on voulait secouer cet acronyme d'emblée, on pourrait quand même faire remarquer qu'au-delà de la dynamique macroéconomique qu'on a l'air de souligner, quels sont les points communs entre ces pays ? Ils en ont un, c'est qu'ils en ont pas.
il n'y a aucun point commun entre ces 4 pays qui appartiennent ostensiblement à des continents différents, à des civilisations différentes, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même système politique. Et donc là, on voit bien vraiment qu'on a affaire à un concept particulier qui d'ailleurs ne prétend pas mettre en évidence une situation telle qu'elle existe, mais se propose plutôt d'être une sorte de concept en amont et qui va décrire une situation qui ne devrait pas manquer d'arriver. Donc, il n'est pas impossible que si les BRICS se mettent en place, ça soit pas forcément sous le vocable tel qu'il était attendu. Fin de la guerre froide, peut-être moins un prisme géopolitique justement et plus un prisme économique, c'est ce que vous avez démontré avec l'apparition de ce concept, mais on est intrigué parce qu'on a un concept qui précède une réalité. Donc comment cette réalité va se matérialiser avec d'abord 4 puis 5 pays? Alors c'est très intéressant parce qu'elle va se matérialiser et se concrétiser sous un angle, alors déjà de façon très décalée, ça je pense que c'est jamais assez souligné, parce qu'en réalité la première fois que les BRICS vont véritablement exister, c'est suite à une première réunion qui va avoir lieu à Ekaterinenburg, le 16 juin 2009, soit 8 ans après la création du concept. D'ailleurs, on ne manquera pas de souligner que à Ekaterinenburg, ville russe, c'est donc à la demande des Russes que les 4 pays se réunissent. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on voit la synthèse des propos de la conférence, il est dit que la réunion est mise en place pour marquer la réalité d'un changement géopolitique. D'emblée, on sent bien que là, d'abord, on est en totale, dissonance chronologique entre l'apparition du terme et sa première concrétisation, manifestation. Et puis alors, en plus, on voit bien que là, d'emblée, les acteurs qui sont censés être concernés n'ont pas l'air de suivre la logique telle qu'elle était énoncée. Alors ensuite, il y a l'Afrique du Sud qui va rejoindre le groupe en 2011, donc ça va donner les BRICS, alors Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, South Africa, avec un pays qui est merveilleux, qu'on a eu l'occasion d'expliquer dans là aussi une séance des rendez-vous de la géopolitique en 2019, et dont on voit bien, de par la richesse et la densité de l'histoire et de la civilisation, que déjà lui aussi, à lui tout seul, il est particulièrement complexe à comprendre, mais dont on voit pas forcément spontanément le rapport avec les 4 premiers. Donc là, on a la confirmation que la mise en place telle qu'elle est en train de nous apparaître a l'air assez en décalage ou en désadéquation avec les propos initiaux. Et il va y avoir d'autres paramètres ou d'autres éléments qui ne vont faire que confirmer cette première perspective ou cette première tendance. Oui, parce qu'il y a une pierre qui est apportée à la brique ou une brique qui est apportée aux briques initiales en 2023 avec la venue ou l'intégration de 6 pays supplémentaires qui eux aussi ont des intérêts très divergents. C'est ça. Et alors là, effectivement, on a ce 15e sommet à Johannesburg qui donc s'est tenu le 22 et le 23 août 2023. Et Cyril Ramaphosa, qui est le président de l'Afrique du Sud, a entériné la candidature de 6 pays sur lesquels on va revenir et qui va donc devenir effective le 1er janvier 2024. C'est pas totalement une surprise, parce que il y avait déjà 5 pays qui avaient été invités lors d'un sommet en 2017. Et puis, il y a même la Turquie en 2018 qui avait été invitée elle-même. Donc, on voit bien que spontanément, dans ce qu'on est en train de dire, il y a une démarche qui montrait qu'il y avait un souci d'ouverture sur d'autres pays. Donc alors les 6 pays concernés seraient l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et l'Iran. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord on voit bien qu'il recouvre un prisme en termes d'emplacement géographique et de continent qui est très différent et très espacé. Donc là, on voit bien qu'il y a une dynamique d'ouverture supplémentaire. Et il y a plusieurs aspects qui sont intéressants de ce point de vue-là. Parce qu'on voit bien qu'avec l'entrée de 3 pays qui sont très fortement producteurs et exportateurs de pétrole, que donc là, on est en train d'asseoir une assise des BRICS, continuons à les appeler ainsi, on verra qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de terminologie lors de la conclusion de nos propos, et surtout en termes de liquidité, ça c'est très très important. Mais il y a d'autres aspects qui sont aussi importants. L'Iran, de par sa position géographique, est évidemment une possibilité pour la Russie que de s'ouvrir davantage dans le contexte particulier, en plus des sanctions économiques occidentales, depuis la guerre en Ukraine déclenchée le 24 février 2022, à la fois sur l'Afrique
et sur l'Asie du Sud-Est. Et on ne manquera pas de remarquer que le Brésil a énormément insisté pour que l'Argentine puisse intégrer ce groupe. On voit bien que là, il y avait la volonté de ne pas être le seul pays d'Amérique du Sud, de même que l'Afrique du Sud a particulièrement soutenu la candidature de 2 pays africains. Donc là, on a des symboliques qui sont en train de se rajouter et on a une ouverture forte qui va effectivement nous amener maintenant à une organisation qui, à partir du 1er janvier 2024, va regrouper 11 pays. 11 pays qui sont censés maintenant représenter 35% du PIB mondial et à peu près 49% de la population mondiale. D'autant qu'il y a des candidats qui sont derrière, une quinzaine de pays sont sur la liste d'attente, si j'ose dire, des BRICS. Oui, il y en a presque encore même 17. Et il y a des candidatures qui sont d'abord récurrentes ou qui s'inscrivent sur le long terme. Je pense à l'Algérie, par exemple. On peut penser aussi à l'Indonésie. Il y a des candidatures qui, d'ailleurs, au niveau géopolitique, sont aussi interpellantes. Il y a la Biélorussie. Là, on voit bien, eu égard à la guerre en Ukraine, que c'est particulier. On a aussi Cuba. On a le Venezuela. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y aurait aussi la Serbie. Ce qui est là, alors, est encore plus étonnant, parce que c'est un pays européen. Et au-delà de ces candidatures officielles, il y a aussi des candidatures qui sont pour l'instant pas entérinées de façon officielle, mais dans lesquelles on voit qu'un certain nombre de pays sont intéressés. Je pense notamment d'ailleurs, là on a affaire à des pays qui sont très très importants, le Mexique, la Turquie et la Corée du Sud. Et il y a un dernier point qui est peut-être intéressant à apporter à notre attention, c'est que justement à l'issue de ce 15e sommet donc des BRICS, il a été aussi entériné un certain nombre de paramètres et de logiques pour voir comment, à l'avenir, les futurs candidats devaient être acceptés. Ce qui veut dire que d'ailleurs, pour l'instant, ces règles ou ces paramètres n'étaient pas encore véritablement en place. Et d'ailleurs, pour entériner les 6 candidatures, il a fallu qu'il y ait une sorte de réunion à huis clos entre les 5 membres actuels, le mercredi 23 août, et chaque pays retenu ne l'a été que suite à l'unanimité des votes. Donc on voit bien que d'ailleurs là, peut-être déjà de façon sous-jacente, il y a un certain nombre de questions qui ont dû se poser, de divergences qui ont dû apparaître, mais ça met bien en évidence aussi qu'il va falloir s'interroger sur les structures des BRICS telles qu'elles existent à l'heure actuelle. Oui, parce qu'on peut se poser la question de savoir si les BRICS sont un regroupement de nations ou d'États qui se réunissent une fois par an lors d'un sommet, ou s'il y a vraiment une convergence qui va se structurer avec des institutions et des objectifs. Alors, pour être honnête, ça, c'est quelque chose qui est aussi un peu interpellant, parce que quand on regarde bien, finalement, il y a très peu de structures concrètes. Et ça aussi, c'est un point, je trouve, sur lequel les observateurs parfois sont un peu trop sibyllins, si vous m'y autorisez, parce que pour qu'une réunion ou un groupe se mette en place et qu'on obtienne des résultats concrets, encore faut-il qu'il y ait effectivement un certain nombre d'organisations qui soient mises en place. Et c'est très important parce que, en plus, là, on voit bien qu'on a affaire à un groupe qui s'élargit et que donc une situation dans laquelle, parce qu'on est 4, 5 ou 6 membres, finalement, il n'y a pas besoin d'une organisation aussi stricte parce qu'on voit bien qu'on peut assez facilement se réunir et convenir d'un ordre du jour. Ça devient de plus en plus délicat. Et là, forcément, il y a l'exemple de la communauté économique européenne qui doit nous revenir à l'esprit parce que quand le traité de Rome a été signé le 25 mars 1957, il y a 6 pays membres fondateurs. Et parmi les 6 pays membres fondateurs, on a pratiquement que des pays qui sont tous d'ailleurs, en réalité, voisins les uns avec les autres en termes de frontières, si on regarde bien, à quelques exceptions près. Surtout, on a les 3 pays du Benelux qui eux-mêmes ont créé l'organisation du Benelux en 1948. Donc, on voit bien qu'on a des pays en plus qui sont très très proches, ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément indispensable qu'on ait une organisation formelle. Par contre, avec l'élargissement sur ce qui deviendra l'Union européenne progressive et qui fait qu'il y a 27 membres aujourd'hui, on voit bien que une telle organisation nécessite quelque chose de justement beaucoup plus organisé. D'ailleurs, si on fait une comparaison avec une autre partie du monde, l'Amérique du Sud, que là aussi on a eu l'occasion de mettre en évidence dans une de nos séances, c'était intéressant, rappelons-nous, de voir que il y a plusieurs organisations macroéconomiques et géopolitiques en Amérique du Sud, dont justement plusieurs organisations sont issues et qui amènent des logiques très concrètes. Et là, en fait, sur les BRICS, on en a une
On a la nouvelle banque de développement dont le siège a été installé ou inauguré à Shanghai en 2014, dont d'ailleurs banque de développement dont l'objectif consiste à pouvoir aider les pays membres à avoir un certain nombre de devises à leur disposition et de moyens à leur disposition sur tout ce qui va être mis en place de logistique au niveau de l'éducation aussi et au niveau sanitaire, avec un fonds de réserve d'à peu près 100 milliards. Mais en réalité, c'est presque la seule entité qui est en place. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, à l'énoncé de ce qu'on est en train de dire, on pourrait imaginer que là, on a donc une dimension macroéconomique qui s'installe définitivement. Mais j'ai envie de faire une similitude ou une démarche comparative avec l'Union européenne, parce que je dis souvent aux étudiants, le fait qu'on crée l'euro, en réalité, ça paraît économique, mais on voit bien que c'est un levier pour arriver normalement à ce qui était pensé dans le traité de Maastricht, c'est-à-dire à une union politique. Car il n'y a pas besoin d'une monnaie unique. En fait, pour avoir une organisation économique, on peut passer par un panier de monnaie, etc. Et là, en fait, on voit bien que sous le couvert de logique purement macroéconomique, il y a une sorte de sous-entendu manifeste qui vient appuyer un agacement de ces pays. Et l'agacement de ces pays, il est très clair en réalité, Olivier, et vient du fait que ces pays, à mon sens, à juste titre, pour être totalement transparent, considèrent qu'ils ne sont pas assez représentés dans les organisations internationales. Organisations internationales, on pense en particulier d'ailleurs à la Banque mondiale, au FMI et au Conseil de sécurité à l'ONU, dans lesquels ils considèrent qu'ils n'ont pas le poids tel que leur population et tel que leur PIB actuel devrait l'avoir. Parce que si on regarde bien aujourd'hui, dans la Banque mondiale, ces 5 pays réunis, ils ont 15% des votes. Et au FMI, ces 5 pays réunis, ils ont 10% des votes. Quand on rappelle qu'on est à l'heure actuelle sur une population qui regrouperait 42% de la population mondiale et sur un PIB global qui serait de 26%, on voit bien que là, il y a une désadéquation manifeste et que donc, en réalité, cette nouvelle banque de développement est déjà en train de nous mettre en avant le fait que, à la fois l'organisation des BRICS et l'attirance manifeste que ceux-ci ont qui est mis en évidence par le fait qu'il y a de nouveaux pays qui rentrent et par le fait qu'il y a des candidats, est surtout en train de mettre en exergue qu'il y a l'air d'avoir une autre dynamique ou une autre perspective qui est le véritable levier de cette organisation. Oui, d'une part, donc une évolution en termes d'organisation avec l'intégration de nouveaux pays. D'autre part, peut-être une évolution dans la logique même de cette organisation, des BRICS, avec une dimension géopolitique toujours plus marquée. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, sous le couvert d'être dans une manifestation macroéconomique, a fortiori avec les termes originaux dont on a essayé d'esquisser quelles en étaient finalement les logiques, on se retrouve véritablement dans une logique qui est beaucoup plus géopolitique, en fait. Alors, je vais revenir un instant quand même sur comme on s'y était proposé tout à l'heure, sur les résultats économiques, parce que là, les résultats économiques sur le poids des BRICS a donné lieu à des échanges parmi les spécialistes, faut pas dire à des controverses parfois très très animées, c'est un euphémisme, notamment au printemps 2023, sur quelle était la part véritable dont on devait penser que ces pays l'avaient dans l'économie. Et là, on voit bien qu'en plus, de façon sous-jacente, les agrégats économiques qu'on va évoquer sont parfois plus instrumentalisés à des fins de démonstration politique qu'à des fins de véritable recherche d'un classement économique. Bon. Parce que là, en réalité, que se passe-t-il ? En fait, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis suite à des chiffres qui ont été mis en évidence lors de ce premier semestre 2023 sur quels devaient être les poids bien compris des 5 pays jusqu'à présent des BRICS dans l'économie mondiale. Et alors là, la question qui se pose, c'est quel est l'agrégat qu'il faut retenir ? Parce qu'on va se rendre compte que suivant quel est l'agrégat qu'on va retenir, on va évidemment pas arriver au même résultat. L'agrégat qui a été considéré, d'ailleurs sur la base de publications de la Banque mondiale et du FMI, c'est la parité en pouvoir d'achat. Alors pourquoi la parité en pouvoir d'achat ? Parce qu'on considère qu'il faut calculer le produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat, parce que ça permet
de ne pas fausser les chiffres, les statistiques et les agrégats avec des natures de monnaie qui seraient différentes, avec des cours de change, et en essayant de lisser aussi l'effet des niveaux de vie qui seraient différents. Avec ces résultats-là, on aurait un PIB des BRICS actuels qui serait autour de 31%, et un PIB réel, je mets entre guillemets, des pays du G7 qui serait à 30,7. Donc là, on voit bien qu'on aurait une des économies des BRICS qui serait supérieure. Alors le problème, c'est que en calculant avec cet agrégat, on est obligé de travailler ou de choisir une unité comparable. C'est assez piquant parce que parfois l'unité comparable, par exemple, c'est le cheeseburger. Alors on voit bien que d'ailleurs en plus je prie de croire à nos éditeurs que je vais résumer les polémiques parce qu'on voit bien qu'en plus certains font remarquer que plus on prend des unités comparables sur des produits de consommation, on va dire basiques et peu important, plus on fausse les perspectives, parce qu'évidemment on avantagerait plutôt les pays dans lesquels il y aurait plus de consommation de produits basiques, mais par contre on léserait les pays dans lesquels il y aurait des consommations qui seraient sur des bases de produits qui seraient plus avancés. Bon, alors donc il y a certains observateurs qui font remarquer qu'il faudrait plutôt être sur le produit intérieur brut classique. Sur le produit intérieur brut classique, comme on a eu l'opportunité de le dire, les 5 pays membres des BRICS actuels seraient à 26%. Ce qui est déjà considérable, et ceux du G7 seraient par contre à 43. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes qui feront remarquer que non, il faut l'ajuster par rapport au produit intérieur brut qui serait ramené à la population en tête d'habitants. Mais d'autres font remarquer qu'alors évidemment, si on prend ce calcul-là, on défavorise un certain nombre de pays, notamment des BRICS, de par l'importance de leur démographie. Bon, pour être totalement transparent, je trouve que ces débats sont futiles pour plusieurs raisons. Et ils sont désagréablement inopportuns, et le terme que je m'accorde est un euphémisme renforcé pour plusieurs raisons. D'abord, objectivement, il faut considérer depuis plus d'une dizaine d'années que les BRICS ont un vrai accroissement dans la part de la production mondiale et dans l'économie mondiale. Ça, je pense que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors après, on peut discuter par rapport au G7 de savoir quelle est la part, mais c'est la dynamique globale qui est importante. Et je trouve que il est à la fois objectif et lucide de dire que les BRICS montent considérablement et qu'on voit bien qu'en plus, avec l'entrée des 6 pays qu'on a évoqués tout à l'heure, ça va n'aller qu'en se renforçant. Donc là, on a une dynamique. Par contre, il faudrait aussi mettre en avant le fait qu'il faut peut-être nuancer cette dynamique. Parce que, en réalité, 69% du PIB des BRICS, c'est la Chine à elle toute seule. Et la Chine à elle toute seule a un PIB qui est supérieur à la totalité des BRICS qui sont à l'heure actuelle. Donc là, on voit bien il faut quand même nuancer et que loin d'avoir affaire à un groupe homogène, on a affaire à un groupe très hétérogène, ce qui d'ailleurs, j'attire l'attention de toutes et tous, ne fait que confirmer une première impression sur laquelle je cherchais à attirer l'attention, mais quel est véritablement le lien entre tous ces pays-là. Et c'est là où on se rend compte d'une chose, c'est que le lien entre tous ces pays-là, il est clairement un positionnement géopolitique. Parce que, en fait, il y a plusieurs éléments là qui viennent surenchérir sur ce qu'on est en train de dire. La première économie en Afrique, c'est le Nigeria. Le Nigeria n'est pas membre des BRICS. A contrario, en 2013, l'Afrique du Sud, c'était 2,5 du PIB. Donc on voit bien que l'Afrique du Sud n'a pas du tout été sélectionnée comme le 5e pays de par sa composante macroéconomique, mais bien par sa densité et sa dimension géopolitique. D'ailleurs, Catherine Grant, qui est une ancienne diplomate et qui est une chercheuse dans une grande école sud-africaine pour les affaires internationales, l'Institut sud-africain pour les affaires internationales, dit clairement en 2013, les BRICS ne sont pas un groupe ou une organisation économique, c'est une réunion politique. Exister sur la scène internationale. Et je pense que ça, c'est le vrai ressort et la vraie raison de l'essor des BRICS tel qu'on est en train de la connaître à l'heure actuelle. On est très loin de l'origine des BRICS, le concept avec l'économie de marché, le fait de se rapprocher des pays occidentaux pour exister et s'imposer au niveau géopolitique. C'est très juste. C'est-à-dire que en réalité, il y a la volonté d'exister, de se rassembler et paradoxalement, comme vous le rappelez et qu'on s'est efforcé de le souligner précédemment,
c'est moins la volonté que de se rapprocher de l'économie occidentale que plutôt d'exister face à un bloc occidental qui a l'air de mobiliser nos pays. Et en plus, encore ne faudrait-il quand même pas sous-estimer le fait que ces pays sont loin d'être d'accord sur tout. Parce que si on prend un exemple, enfin on peut en prendre plusieurs, on va s'y efforcer d'ailleurs. Si on commence à prendre un premier exemple, on va remarquer qu'ils ont du mal à trouver une synergie ou une homogénéité quant au positionnement sur la guerre en Ukraine. Alors quand on pense que l'un d'entre eux est la Russie, est-il bon de le rappeler, c'est quand même loin d'être neutre ce qu'on est en train de dire. Et justement, puisque je suis en train d'évoquer le terme de neutralité, ce qu'on constate, c'est que la tendance plutôt globale des BRICS, c'est la volonté de ne pas intervenir, d'être plutôt non aligné, parce que on voit bien que l'Inde ne veut pas être sujette à accusation par l'Occident de ne pas rentrer dans les sanctions, même si les pays des BRICS ne les ont pas votées, et on se retrouverait un peu dans les logiques de Bandung en 1955. Donc c'est pas aussi net que ça, hein. Et a fortiori, c'est d'autant moins net que ça qu'on pourrait aussi rappeler que la Chine s'oppose à ce que le Brésil soit candidat pour avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. Donc tout d'un coup, on commence à avoir des surprises. De même qu'on pourrait faire remarquer qu'un certain nombre de pays des BRICS considèrent que les Chinois devraient ouvrir davantage leur marché à leurs propres produits manufacturés, qu'ils ont trop tendance pour l'instant à consommer des matières premières pour ensuite réexporter des produits finis, qu'en plus, par rapport à tout ça, il y a quand même un différent très très important entre l'Inde et la Chine sur des questions géopolitiques, non seulement dans les confins de l'Himalaya, mais aussi dans ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique, et qu'enfin, l'Arabie saoudite, si elle a poussé sa candidature, c'était aussi pour éviter que l'Iran chiite soit seul à l'intérieur des BRICS. Donc on se rend bien compte, là, qu'il y a un certain nombre, de perceptions nuancées, qui ne vont pas donner une image forcément d'homogénéité plus importante, mais on voit bien que là, en réalité, toutes les dynamiques qu'on est en train d'évoquer ne tournent uniquement, mais qu'autour de la géopolitique. Non, il y a peut-être une question qu'il faudrait se poser, de savoir s'il y a une dimension géopolitique, je crois qu'on y a déjà répondu, mais est-ce que cette dimension géopolitique est un tournant dans le contexte global ? Mais je crois qu'on peut répondre par l'affirmative et qu'on va pouvoir répondre par l'affirmative 3 fois, si vous m'autorisez. Et pour bien comprendre ce qu'on est en train de dire, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en réalité, ce terme de BRICS est merveilleux parce qu'il est une conjugaison de paradoxes et on voit bien qu'en réalité, il n'est jamais véritablement là où on l'attend. Et il n'est pas là où on l'attend parce que finalement, c'était censé être un concept inventé par les Occidentaux pour plutôt essayer d'anticiper une synergie macroéconomique et qu'on se retrouve plutôt avec une réunion, on va y revenir, d'ordre politique et de pays qui cherchent plutôt à exister face justement à l'Occident. Alors déjà, il y a peut-être une remarque préalable qu'on pourrait se faire en guise de conclusion, c'est que le terme ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que c'est déjà le premier paradoxe, on n'a jamais autant utilisé ce terme, a fortiori avec les débats qu'on a évoqués tout à l'heure sur la macroéconomie, puis l'entrée ou l'élargissement des 6 nouveaux pays, on n'a jamais autant utilisé ce terme qu'aujourd'hui, et en réalité, si on y réfléchit bien, ce terme ne veut plus rien dire. Alors déjà, en termes de sémantique, pour dire clairement les choses, de toute façon, là, l'acronyme avec les 5 lettres, de toute façon, il n'a plus lieu d'être avec 11 États, mais même Jim O'Neill, qui était donc notre fameux économiste de Goldman Sachs, reconnaît lui-même qu'aujourd'hui, on arrive dans une configuration qui est tellement différente de celle qui avait été pensée au départ, qu'aujourd'hui, finalement, c'est un terme qui est totalement creux ou qui est vide de toute substance. Et alors là, il y a 3 tournants qui, à mon avis, il faut particulièrement mettre en exergue. Le premier d'entre eux nous ramène au fait que les BRICS, eu égard à la façon dont ils se sont concrétisés, marquent surtout le fait que c'est la fin d'une illusion. Et donc ça, c'est déjà le premier tournant en géopolitique. Et donc on va revenir d'ailleurs sur le fait qu'on revient à une géopolitique dans laquelle il va y avoir différentes civilisations et différents pays qui vont défendre leurs intérêts, comme c'est d'ailleurs légitime. Et puis alors après, il y a un deuxième tournant qui est plus intéressant et qui va, j'ai envie de dire, s'emboîter spontanément. C'est d'abord le fait que les BRICS tels qu'ils sont en train d'exister montrent clairement qu'il y a un rééquilibrage, une nouvelle répartition ou une nouvelle hiérarchisation dans le rapport de force ou dans les équilibres de la géopolitique à l'heure actuelle. Mais il y a un autre aspect qui me paraît très très intéressant. C'est que avec les
tournant qu'on est en train d'évoquer, il faut aussi peut-être comprendre que la géopolitique s'installe définitivement de retour, ce qui laisse à sous-entendre qu'elle réacquiert sa totale et pleine non seulement autonomie, mais suprématie par rapport à la macroéconomie, et que dorénavant dans les affaires internationales, il va falloir impérativement que les Occidentaux rehiérarchisent leur propre grille de lecture. D'ailleurs, il y a un exemple qui, à mon avis, est assez révélateur de ce point de vue-là. Beaucoup d'observateurs, à juste titre, décrivent les nouvelles routes de la soie et expliquent les nouvelles routes de la soie telles qu'elles sont mises en place par la Chine. Mais quand, objectivement, on regarde cette dimension des nouvelles routes de la soie, qu'est-ce qu'on constate? Ça n'est qu'une partie d'un plan géopolitique stratégique beaucoup plus large que la Chine met en place pour justement asseoir sa nouvelle légitimité au sein de la géopolitique. Et je pense par exemple à une stratégie qu'on appelle le collier de perles. Et ça aussi, c'est un tournant majeur parce que c'est une reconfiguration majeure. Et puis il y a un troisième tournant qui concerne prioritairement les Occidentaux. C'est que peut-être à cause des BRICS, moi je serais tenté de dire, grâce aux BRICS, il est clair que les Occidentaux vont devoir totalement réappréhender les perspectives telles qu'ils les avaient dessinées, qui vont devoir totalement réappréhender le monde tel qu'il est en train d'exister. C'est-à-dire qu'en réalité, il va falloir se réinvestir à plein en géopolitique, une géopolitique, on va dire, du réel, et dans lequel on sait bien que pour être efficace, il va d'abord falloir et avant tout être réaliste. Eh bien, je nous laisse sur cette note de réalisme. Merci Fabrice pour ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.